C'est la colère d'un fils qui veut retrouver sa mère, Sophie Petronin, 73 ans, enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Aujourd'hui, il accuse la France de ne pas œuvrer pour sa libération et pourtant il a fait l'impensable pour la sauver. C'est ce qu'il raconte dans un livre, Ma mère, ma bataille, édition Fayard. Sébastien Chadeau-Petronin, bonjour. Bonjour. Un petit mot peut-être sur cette actualité. Le chef djihadiste Boubacar al-Baghdadi qui réapparaît dans une vidéo. Ça vous évoque quoi, vous qui étiez proche de ces milieux? Bien, l'État islamique est présent sur la zone et a certainement des objectifs en Afrique de l'Ouest. Donc c'est toujours très préoccupant. Malgré tout, je ne crois pas que ça ait beaucoup d'incidence dans l'affaire Sophie Petronin. A priori, c'est l'IAD Agali qui est aux commandes de cette affaire et c'est notre interlocuteur. Je pense qu'il n'y a pas d'interférence, en tout cas pas pour l'instant, et je pense qu'on peut réouvrir le dialogue avec l'IAD. Alors on va revenir sur cette histoire de votre mère. On l'a suivie de près sur TV5 Monde. Sophie Petronin, la dernière otage française dans le monde. Avant de poursuivre, pour que tout le monde resitue bien les choses, on va revenir sur les faits avec Anaïs Renevier. Elle apparaît le visage fatigué, émacié. Nous sommes en juin 2018 quand ces images de propagande sont diffusées par les ravisseurs de Sophie Petronin. C'est la dernière vidéo d'elle à ce jour, la dernière preuve filmée que la septuagénaire est encore en vie. Dans ce document de 7 minutes, elle écoute un message audio de son fils, s'adresse à sa famille, puis interpelle le président Emmanuel Macron. Je ne représente pas d'enjeu politique, je ne représente pas d'enjeu économique. Vous m'avez oublié, c'est pas très grave, mais d'otage oublié, je vais basculer dans otage sacrifié. Cette travailleuse humanitaire a été enlevée le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali par un groupe djihadiste. Son état de santé est préoccupant. Son fils multiplie les allers-retours dans la région du Sahel pour communiquer avec ses ravisseurs qui, selon lui, étaient prêts à négocier. Mais le gouvernement français aurait refusé cette offre. Aujourd'hui, il dénonce une manipulation des autorités françaises. Sébastien Chadeau-Petronin, plus de 2 ans se sont passés entre le jour où vous recevez ce fameux coup de fil de cette journaliste qui vous annonce l'enlèvement de votre mère, Sophie Petronin, et aujourd'hui. Il s'en est passé des choses en 2 ans, vos allers-retours entre la Mauritanie, Bamako, le Niger, Niamey. Vous prenez contact avec de nombreux intermédiaires, vous négociez même avec eux. Vous avez tout fait pour la sauver, en vain pour le moment, mais en décembre dernier, vous étiez très près du but. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en décembre? Eh bien, la situation de ma mère s'était dégradée à tel point que les gens qui la détiennent avaient fait paraître une vidéo dans laquelle ils annonçaient que la situation était critique et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai décidé de me rendre sur place, envers et contre toute recommandation, pour essayer d'établir un dialogue, un pont de communication. Et au bout d'une dizaine de jours, on a réussi à former le tandem que j'avais espéré, c'est-à-dire une personne qui était capable de faire remonter les informations de leur côté, et puis moi-même qui prétendais être en capacité de faire remonter les informations directement dans le cabinet du ministre, ce que je faisais au fur et à mesure. Alors là, les ravisseurs vous proposent une somme plus que raisonnable, à 6 chiffres, le 10e de ce qui est proposé en temps normal. Mais le Quai d'Orsay refuse de payer cette rançon. Comment vous vous sentez à ce moment-là? C'est dur à admettre parce qu'on a tous cru qu'elle allait pouvoir sortir et tout le monde était motivé pour qu'elle puisse sortir. Ce qui était difficile à admettre, c'est pas une histoire de rançon ou c'est pas une histoire de montant. Je pense que vraiment c'est le principe même d'une négociation qui a été refusée par le Quai d'Orsay. C'est-à-dire que la seule option qui est retenue par le chef de l'État aujourd'hui, c'est une option musclée, une option militaire. Et M. Macron a clairement montré qu'il refusait le dialogue. Or, je ne vois pas comment on peut la sortir de là sans dialogue. Aujourd'hui, vous avez la certitude qu'il n'y a pas eu d'effort diplomatique dans le cas de votre mère?
Oui, c'est bien de le préciser, puisque le Quai d'Orsay me reproche souvent de dire qu'ils ne font rien. Je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec acharnement sur cette affaire, mais le travail est concentré sur la localisation, les efforts en vue d'une intervention militaire. Et voilà, la partie négociation, dialogue, essayer de calmer les uns les autres et d'essayer de trouver une solution diplomatique, quelle que soit cette solution, ça passe par une sorte d'ouverture, et cette ouverture, malheureusement, elle n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plus confiance aux ravisseurs de votre mère que les autorités françaises elles-mêmes? Je pense que les autorités françaises étaient parfaitement conscientes du travail que j'étais en train de mener au mois de décembre, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir un pont de communication qui était salutaire pour Sophie, mais qui est salutaire aussi pour les autres otages qui se trouvent derrière Sophie. Et je ne comprends pas pourquoi on m'a laissé installer ce canal de communication pour finalement le rompre. Aujourd'hui, vous estimez même que les informations que vous avez transmises au Quai d'Orsay ont été utilisées, que les informations que vous êtes allé chercher sur le terrain? Je suis allé sur le terrain et j'ai construit un mécanisme et j'ai choisi des interlocuteurs, où je me suis plié aux interlocuteurs qu'on m'a imposés. Et c'est le principe même du mécanisme qui a été refusé par l'État français. Or, je partais là-bas logé à la résidence de l'ambassadeur avec des billets d'avion qui étaient, c'est vrai, financés par le Quai d'Orsay, mais je partais là-bas avec cet objectif. Donc je ne comprends pas. Mais comment vous l'expliquez, cette position de l'État français? Je ne me l'explique pas. Je pense que si nous avons l'espoir de faire sortir ma mère de cet enfer, et je rappelle qu'il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres otages, je pense que ça ne peut passer que par un dialogue, et ça ne peut passer que par une ouverture. Les options militaires vont être désastreuses, elles ne seront pas... Elles vont se solder par un massacre ou par des mauvaises nouvelles et par un bain de sang. Alors on a tenté de convaincre aujourd'hui le Quai d'Orsay pour réagir à ce livre. Pas de réponse, ça vous étonne? Non, je pense que le Quai d'Orsay va être acculé. Il va bien falloir maintenant clarifier sa position. On ne cesse depuis 1 an et demi de demander à M. Macron de clarifier sa position. M. Macron ne m'a jamais reçu. Ça n'est pas clair. Sa position n'est pas claire et on nous a laissé nous avancer, on nous a laissé nous exposer, on nous a laissé mettre en place ces efforts de communication avec l'otage, pour finalement que tout soit réduit à néant. Vous dites qu'avec ce livre, vous abattez votre dernière carte pour libérer votre mère. Qu'est-ce que vous attendez du coup? Un sursaut d'Emmanuel Macron, le président français? Je ne sais plus quoi attendre, honnêtement. Je me fais beaucoup de soucis. Évidemment que je me fais beaucoup de soucis, mais l'espoir est vraiment très mince aujourd'hui. Je n'attends plus de miracles. Je m'occupe de ce livre pour clarifier la position et pour ne pas être pris pour un trompe-la-mort, parce que ce que je ne suis pas, parce que je n'ai jamais pris de risque. Et je pense que ma mère n'en prenait pas non plus. Elle était là-bas uniquement pour sauver des enfants. Et je vais essayer de retourner là-bas. Je veux réouvrir un canal de communication. Je ne peux pas me résoudre aux recommandations du Quai d'Orsay de quelque part d'abandonner ma mère. Ça, je le refuse. Votre mère qui vous écoute peut-être de là où elle se trouve, si vous aviez un message à lui passer? Eh bien, elle risque de l'entendre puisque TV5 est diffusé au Mali. Alors, ma petite maman, j'ai vraiment cru qu'on allait réussir au mois de décembre. Et je sais que tu y as cru aussi. Et ça a dû être vraiment terrible de replonger, de rempiler. Alors je veux que tu t'accroches. Je veux que tu t'accroches encore parce qu'on va réessayer. Je vais finir par les convaincre et tu vas t'en sortir. Ma petite maman, accroche-toi. Essaye encore de tenir. C'est encore possible. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas tout plein de courage. Ma mère, ma bataille. Édition Fayard, à paraître après-demain, le 2 mai. Merci Sébastien Chadeau-Pétronin d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Et je vous invite à retrouver notre dossier complet sur l'affaire Pétronin sur notre site internet tv5monde.com.